Et bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo de récapitulatif pour donc la journée que j'ai beaucoup partagée. Et d'ailleurs, je vous invite fortement à aller directement sur Instagram et TikTok, notamment Instagram et TikTok aussi, pourquoi pas pour ceux qui préfèrent. Mais je vous invite très clairement à aller du côté d'Instagram si jamais vous voulez voir des petites stories, des petites choses. Je partage pas mal de choses, de trucs particuliers d'ailleurs autour de la musique dessus. Et du coup, j'avais partagé aussi les petites choses que j'ai vues lors du Paris Audio Video Show, où j'ai été convié, j'ai été invité, et en tant que presse. J'ai vu pas mal de petites choses, donc sachez que j'étais en fait, en gros, la veille, le vendredi soir pour l'avant-première, mais aussi donc le samedi, où d'ailleurs vous avez été nombreux à me reconnaître. En tout cas, nombreux à être venus par rapport à d'habitude. L'année dernière, vous étiez 2 ou 3, ce qui était déjà assez ouf à l'époque, et ça m'avait fait beaucoup plaisir. Là, vous étiez une dizaine, et ça m'a fait aussi beaucoup plaisir. J'étais assez étonné, et je ne m'attendais pas à avoir autant de personnes, en fait, qui... tout simplement, qui viennent vers moi. L'idée de cette vidéo, on va essayer d'être assez rapide dessus, je vais pas essayer de prendre 25 minutes, je pense, donc comptez 30, pour voir un petit peu tout ce que j'ai vu sur le salon. Tout d'abord, on peut voir, il y avait... Alors, j'ai eu des soucis avec les vidéos ici, alors je vais voir pour d'ailleurs la mettre en mute dès qu'elle va démarrer. Donc... Ici, on peut voir, en fait, c'était son vidéo qui avait un stand qui était très intéressant. Il y avait d'ailleurs plusieurs intras, puisqu'il y avait du Campfire Audio. Il y avait les FiO FX15. J'en reparlerai un petit peu après, parce que j'avais fait une vidéo dédiée sur eux. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir la vidéo sur Instagram. Vous aurez un avis rapide à ce moment-là, donc à chaud, de ces intras. Vous avez du Campfire Audio que j'avais pas vu sur le moment, et qui ont... Bah pareil, on verra. Ils avaient fait une présentation de diverses choses, avec des amplis à lampe, des amplis divers et variés. Ils avaient même fait une salle Dolby Atmos pour expliquer le Dolby Atmos et comment ça s'est fait. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui y participaient, ce qui était très intéressant et assez cool en soi. Ce qui fait que c'était vraiment très intéressant. On verra plus de détails au niveau des intras après. Et d'ailleurs, j'ai pu rencontrer une des personnes de chez Son Vidéo avec qui j'ai tendance à parler un petit peu maintenant. Et ce qui fait que c'était cool de se voir. D'ailleurs, il y a eu un petit tweet là-dessus, ce qui fait que c'était assez intéressant. Mais j'ai trouvé ça cool. D'ailleurs, je vais vous le montrer la veille. Ce qui fait que oui, en fait, je pensais pas, mais c'est vrai que ça reste un petit monde, et dans ce petit monde, eh bien, je commence à avoir quand même ma petite notoriété avec le temps, le fait que je revienne régulièrement, ce qui fait que c'était assez intéressant. On va reparler, alors il y a eu pas mal de choses, là c'était ça, hop, voilà. Donc voilà, Valentin avec qui j'ai tendance à parler, et du coup on s'est vu, vous me voyez très à l'aise, hein, les photos, je suis toujours très à l'aise, et ici c'était encore en train de préparer avec les intras qui étaient mis ici, donc vraiment cool en fait d'être reconnu comme ça déjà, c'est vrai que ça fait bizarre, sachant que je suis pas encore totalement dans le côté hi-fi traditionnel, mais que j'en teste régulièrement. On va parler de Yamaha. Alors Yamaha, du coup, ici c'est une vidéo qui est du coup un peu recoupée histoire 2. Yamaha qui avait un très beau stand, qui était l'un des plus gros d'ailleurs du salon, là où j'étais. J'ai eu une belle présentation. Malheureusement, la vidéo, le son a bugué, et ce qui fait que vous avez donc vraiment quelque chose de complet, parce qu'il y avait un côté musique. D'ailleurs, il y avait des interviews à cet endroit-là. Il y avait la caisse insonorisée avec le casque à 5000 € notamment. Donc on peut voir ici, ils ont fait une présentation de leur nouvelle barre de son, Truff X Series. J'essaierai de l'avoir en test si j'ai le temps, hein, parce que là c'est plus un problème de temps qu'autre chose, mais ils avaient fait une petite salle ici, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal avec une location de basse. La particularité, je vais vous montrer après, c'est surtout qu'on a quelque chose de... En fait, bah voilà, ici, très exactement, vous avez une petite enceinte connectée, et en fait, ils ont amélioré un peu le système pour qu'il puisse se connecter aussi donc avec la barre de son, et avoir un côté surround, donc du 2 points, enfin, vous savez quoi, du 2 points, enfin 1 point, oh, je sais pas. Bref, vous m'aurez compris, ce qui fait qu'on a des sons à l'arrière. Donc c'est assez intéressant, sachant que c'est sur batterie, et ça m'intéresse beaucoup, parce que moi, je peux pas aller connecter des enceintes à l'arrière, avec les fils et tout, j'ai aucune prise là où est mon canapé. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant pour ceux qui ont un côté assez limité, je trouve déjà là-dessus. Il y avait pas mal d'amplis à droite, d'ailleurs il y avait une partie cinéphile avec tout un côté cinéma que j'ai pas eu le temps de faire. Ici ils ont présenté leur barre de son, les SR30 si je dis pas de bêtises.
avec notamment un boîtier streamer. Je vais normalement faire un zoom dessus, mais déjà la petite barre de son qui prend pas trop de place. Je verrai peut-être plus tard aussi, mais peut-être pour le tester. Ils ont des casques micro aussi chez Yamaha, donc on pourra voir peut-être aussi plus tard. Ce qui est intéressant, c'est surtout ce boîtier-là. Ici en version limitée, pour ceux qui aiment bien Nier Automata notamment, vous devriez beaucoup apprécier, puisque Nier Automata, Nier Automata en version animée, en gros ils ont fait une édition limitée avec les couleurs de certains personnages, ici. Ce qui est bien, c'est que c'est un boîtier pour streamer, mais bon, pour ceux qui aiment bien s'éclater entre potes et avoir des mèmes, bah du coup vous avez des préconfigurations, un système de reverb, ou etc., et un logiciel pour contrôler ce que vous voulez mettre, etc. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on va pouvoir gérer le son du jeu, le son de Discord, ou en tout cas tous les systèmes audio que vous pouvez utiliser pour communiquer avec vos potes, en direct à la mano, ce que je trouve très pratique, et que je n'ai par exemple pas personnellement. Vous avez même le son des enceintes, et ce qui fait que ça peut gérer vraiment indépendamment, sachant que vous avez des prises casque à l'avant, et des prises, pareil, à l'arrière pour les enceintes, 3.5, donc c'est pas du RCA, donc c'est du 3.5, donc il faut quand même juste l'adaptateur en soi, et c'est, je trouve, vraiment pas mal. En plus, ils sont assez jolis, et ce qui vient, c'est qu'ils sont compacts. Yamaha en a d'autres, mais ça fait clairement usine à gaz à côté. Là, ce que j'aime bien, c'est que ça reste très sobre, avec une gestion du volume vraiment très propre, très simple, que ce soit micro, ou que ce soit, l'audio, en fait, que vous recevez, donc casque, etc. Donc vraiment pas mal, je trouve que c'est intéressant et c'est efficace avec leur barre de son Dolby Atmos et ils l'ont mis sur des jeux. Ici, donc il y avait deux déclinaisons et donc c'était pour montrer voilà sur la qualité du son. Ici, on peut revoir les barres de son True X Series plutôt, et ce qui fait qu'on a le caisson de basse, on a le côté donc les deux enceintes ici, et en fait ce qui est bien c'est qu'elles peuvent être en autonome, c'est-à-dire que soit vous l'utilisez en mode surround pour le côté barre de son, soit en solo. Pour le côté, bah voilà, vous voulez l'emmener quelque part, bah voilà, tout simplement. Avec les barres de son et trois colorés, du noir, du gris et un côté un peu moins gris, en gros, enfin un peu plus noir. À vous de voir, enfin, c'est noir, blanc, gris, pardon. Donc voilà, au choix. Donc vraiment intéressant, et je voulais juste aller plus loin, histoire d'avancer. En fait, ils ont des nouveaux amplis tuners intégrés, mais personnellement, je ne suis pas du tout dedans, donc j'en parlerai pas. Leurs enceintes aussi, mais je pense pas que je pourrais en tester. En tout cas, c'est pas prévu dans mon planning qui est assez chargé maintenant. Vous avez aussi, alors en fait, ils ont fait du coup la caisse insonorisée qui était déjà présent l'année dernière pour tester leur dernier casque. Avec leur dernier ampli, c'est surtout ça la nouveauté, l'ampli que j'avais présenté dans une news, le HL7A, qui donc est vraiment dédié au casque, donc avec un faible bruit, etc. Et ce qui fait qu'on est vraiment complètement sonorisé, on a Cobuzz, et on peut écouter le casque avec le nouvel ampli que vous pouvez voir, avec un design assez particulier, que j'ai pu tester d'ailleurs avec le Soundfield, ce qui fait qu'en gros ça permet d'avoir diverses égalisations selon ce que vous écoutez, avec un côté un peu plus basseux ou un peu plus neutre, etc. Les derniers ampli tuners, ils se remettent un peu dessus, et apparemment ils se remontent assez agressifs dessus. Une petite vue sur le casque qui est vraiment intéressant. Et ici, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est surtout qu'ils avaient présenté un petit peu tout ce qu'ils savaient faire, c'est-à-dire qu'ils viennent du monde des instruments à la base. Donc ils ont ramené plein de guitares à eux, des claviers, et des batteries. Et en fait, ce qui est très intéressant, et on va pouvoir passer directement à la suite, c'est qu'ils ont même fait des cours d'initiation pour les gens. Donc, les gens pouvaient s'inscrire pour être initiés à la batterie, à la guitare ou au clavier. Ici, c'était pas encore prêt, mais ils avaient fait voilà cette petite salle cinéphile et une salle audiophile aussi avec des enceintes Yamaha et un ampli dédié, etc. Donc, non, c'était même pas des enceintes Yamaha, il me semble que c'était d'autres enceintes, mais c'était encore en préparation, comme vous pouvez voir, et malheureusement, je n'ai pas pris le temps d'aller écouter tout ça, mais c'était très intéressant. Ils avaient fait aussi la partie casque et radio, donc vous aviez la possibilité de tester ces casques-là, donc vous les aurez normalement l'année prochaine, donc mettez une date pour l'année prochaine, c'est très intéressant, ou suivez Paris Audio Vidéo Show, et vous aurez les infos dès que ça commencera à être mis. Ils avaient fait les concerts, ils avaient fait des interviews, ils avaient fait donc les ateliers musicaux, c'était vraiment pas mal du tout. Donc ça c'était pas mal. On va pouvoir parler un petit peu de Sennheiser, donc très rapidement. Au niveau des casques, il n'y avait pas forcément de grosses nouveautés, à part le Accentum qui était possible d'essayer. Mais ce qui était très cool, c'est de pouvoir tester les 3 barres de son de la part de Sennheiser, avec la Ambeo, Ambeo Plus et Ambeo Mini. La Ambeo est la plus chère à 2000 €, elle était actuellement en promo. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la signature, la Mini et la plus grosse avaient à peu près la même signature, avec notamment des aigus qui ressortent un peu. J'ai trouvé que des 3 systèmes,
Au niveau de la signature sonore, en tout cas, la Sennheiser Ambeo Plus était la plus cool des trois, puisque on avait des aigus qui étaient un peu plus neutres, un peu plus doux, et ce qui fait que j'ai trouvé ça plus agréable à l'oreille, et surtout que sur du Top Gun à pleine balle, c'était vachement plus agréable à écouter. On peut gérer de l'égalisation via l'application, donc c'est quand même ça le côté positif, mais j'ai trouvé que ça c'était le mieux. Au niveau du Dolby Atmos, forcément la plus grosse avait un meilleur rendu, vraiment. Il y a vraiment des sons qu'on arrivait à entendre de l'arrière, en tout cas de ma position j'entendais des choses de l'arrière. Au niveau de l'Ambeo Plus, c'était plus sur les côtés, pas forcément de l'arrière, et la petite, elle avait plus de mal à projeter vraiment le son, et elle était vachement plus centrale, on avait quelques effets sur les côtés, mais c'était clairement en dessous. Ça c'est logique aussi, on est à 700, 1500 et 2000 euros, il y a des différences, et la plus grosse différence sur le Dolby, c'était vraiment, on avait un côté très de face, et hop, ma caméra a planté, merci mon chat. Donc, alors, hop, les aléas du non-direct. Eh, vous avez vu ça un peu? Hop. Voilà. Alors, par contre, j'aimerais bien récupérer mon image. Voilà. Voilà. Hop. Alors, excusez-moi, mais bon, bah, au montage, tant pis, hein, vous aurez compris que le montage pour ce type de vidéo, c'est mort. Bref, revenons à ce qui était intéressant. Du coup, ce qui était intéressant ici, j'ai trouvé que vraiment, si vous devez acheter une barre de son côté Sennheiser, c'est vraiment quelque chose qui vous botte, vous aimez la marque, et vous voulez pas trop d'aigus, la Ambeo Plus était pour moi la meilleure, avec un Dolby Atmos qui n'atteignait pas le niveau de la plus grosse, mais était tout de même vraiment sympathique, et surtout le son était plus doux, mais bien plus dynamique que la Mini. Je trouve que la Mini, on sent vraiment qu'elle a du mal à avoir quelque chose de large en termes de scène, elle est très centrale, elle est plus agressive, plus limitée en termes de dynamique, et ce qui fait qu'on a beaucoup d'aigus, et je l'ai trouvé moins agréable au quotidien. Enfin, au quotidien, non, mais sur le moment, sur le test, sur l'extrait qu'on a eu, c'était celle qui avait forcément, et c'est logique, le rendu le plus limité, mais qui restait quand même assez agressif, et ça m'a plus dérangé. On peut gérer de l'égalisation, mais par défaut, en tout cas, la Mini, et on sent vraiment la différence. Vous aviez la possibilité de tester les 3 intras, j'avais même pu tester rapidement le 660S2, que je trouve toujours très bien. J'avais pas pu le tester, j'ai testé le 660 tout court, enfin 660S, et le S2, il reste dans cette bonne lignée avec toujours une très belle basse, un peu plus profonde en fait, c'est un peu mieux étendu globalement, donc c'est plus technique, mais surtout si vous voulez écouter du métal, en termes de casque ouvert, je trouve que les 660 sont vraiment très très bons dessus. C'était quelque chose que j'avais déjà apprécié, qu'on pourra pas apprécier par exemple sur un 800S qui est beaucoup plus neutre, voire un peu de clarté. Vous aviez l'Accentum ici le 900 et le 600 qui étaient présents. Donc voilà, et là le 660S2 qui est vraiment, je trouve vraiment très cool. Je verrai aussi pour le tester. Là justement, je montrais un petit peu, je le testais. Oh mais t'arrêtes d'aller partout toi. Ici, on était sur le Orpheus. Orpheus, j'ai pris le temps du coup, vu qu'il y avait personne, autant profiter tant qu'il y a personne. Avec notamment, si vous ne connaissez pas Moderator, je vous invite à écouter cet artiste qui est vraiment très très bon et très très cool. Donc sur un installé immense, je sais pas combien il coûte le truc, mais il doit coûter une blinde. Et donc le Sennheiser Orpheus, qui est donc un ampli dédié au Orpheus, au casque Orpheus HE1, très précisément, avec son socle en marbre et le côté ampli à lampe ultra stylé. Et donc le casque sur les oreilles, qui, pour le coup, je l'ai beaucoup apprécié, notamment avec du modérateur, quelque chose que je n'arrivais pas à apprécier avant, parce que je devais trop aimer les signatures encore en V, et j'avais pas encore assez d'expérience sur les signatures plus neutres, et donc savoir avec quoi écouter des signatures neutres. Ce qui fait que je l'ai trouvé très bien. Alors après, j'ai pas fait une grosse session, dire à quel point ça vaut le coup, bien évidemment non plus, mais clairement, c'était extrêmement agréable et très dynamique. Après, 50 000 balles, enfin maintenant 60 000, aïe aïe aïe, non. Mais voilà. On va partir sur autre chose. C'est Eursonix. Eursonix qui va sortir pour fin d'année, voire début d'année prochaine, les Eursonic Elements. Je les aurai en test, mais c'est actuellement très compliqué, même au niveau des revendeurs. Donc même au niveau des revendeurs, pour l'instant, c'est très compliqué d'avoir une écoute. Vendu à 400 € avec cette coque en acrylique. Alors c'est tout fait main apparemment, donc déjà très joli. J'apprécie surtout le bleu qui tire aussi sur le violet, on a vraiment ce truc-là très réussi. Et on a aussi du côté, alors c'était, je sais plus quel était, c'était, voilà, on a vert qui tire un peu sur le marron, le violet qui tire aussi un peu sur le marron, et c'est vraiment pas mal.
Donc j'avais fait la petite présentation, vous pouviez le tester sur le salon. Mais pour l'instant, très dur de l'avoir chez des revendeurs. Je devrais pouvoir, alors d'ici janvier, voire février, pouvoir les tester. Et j'ai hâte, j'ai beaucoup apprécié. Ceux qui aiment bien les signatures en V, donc avec donc c'est triple driver, hein, donc avec un dynamique et 2 armatures équilibrées, vous aurez une signature en V qui est assez fun et vraiment une très très belle basse. Du côté des collègues de chez Casquette Phone, revendeur aussi qui a pas mal de choses, notamment vous aviez les Fire Audio. J'ai pu tester les Radon 6 qui sont entre les Crayons 5 et les Xenon 6, qui sont en édition très très limitée. Et bon, ça s'approche plus des Crayons 5 que des Xenon 6. Les Xenon 6 restent les plus chers à 4000 €, mais aussi les meilleurs. Pour rappel, la particularité, c'est surtout une basse haptique, un driver qui est mis du côté de l'oreille directement dans le corps, et ce qui fait que ça fait une basse haptique type conduction osseuse, et c'est une des meilleures basses que j'ai entendues en termes d'intra, inégalable à l'heure actuelle, et clairement, toujours aussi fou, et un réglage toujours aux petits oignons sur les Xenon 6, et trop clair à mon goût sur les Radon 5 et Crayon 5, pardon, qui sont pour moi inférieurs. Particularité chez Audio-Technica, ils ont présenté une pièce de collection qui est normalement à Berlin et qu'on avait... Alors, est-ce qu'on l'aura l'année prochaine? Il est très... Bah, je pense pas. Avec un peu de bol si. Mais ils ont ramené en fait ce système-là, qui est un système unique, entièrement analogique, et qui s'appelle le Listening Station. Donc, ce qui fait qu'il n'y a absolument rien d'électronique, ce n'est que de l'analogique. Enfin, c'est dans le sens où, voilà, c'est ampli analogique, voilà, pas de CD, pas de décodage. Voilà, on est purement sur le son le plus pur, enfin le meilleur de l'analogique fait dans cette pièce de collection qui a un seul exemplaire et qui avait été fait spécifiquement pour je sais plus qui, j'ai plus suivi, mais ce qui fait que c'est très intéressant. J'ai pu tester ça. Alors donc c'est une collaboration entre Audio-Technica, Technics et donc c'est Globetrotter ou Globetrotter qui a fait la caisse. Avec ici un des derniers casques qui est sorti de la part d'Audio-Technica, et ce qui fait qu'on avait droit, le test que j'ai eu sur de la funk japonaise, c'est très expérimental, c'est très marrant, mais je trouvais que ça allait bien avec le côté très décalé du produit qui, à l'heure de l'électronique, est assez spécifique. 160 kg et puis une pièce vraiment unique en son genre, que vous pouvez voir sinon, si vous allez à celui de Berlin, vous aurez la possibilité de le voir. Donc voilà, c'est via l'Analog Foundation pour avoir ce truc un petit peu, c'est cet hommage au côté analogique, avec vraiment tout ce côté analogique. Je trouve que c'est très intéressant d'avoir ça. Et je me suis amusé avec le Honor 90 à faire quelques photos. Donc voilà, hein, la pièce de collection au global. Je trouve que c'est très très marrant, je trouve qu'il y a un petit truc particulier, il y a... Voilà, c'est vraiment bon, c'est très kitsch, je trouve, mais assez intéressant avec... voilà, je me suis fait plaisir avec ça. Normalement, ça ralentit, mais bon, voilà. Donc vraiment intéressant, là la petite présentation que j'ai fait. Après vous aviez les derniers casques qui étaient possibles, donc pareil si vous êtes intéressé par du Audio-Technica et leur casque, alors Bluetooth je sais pas s'ils le mettaient en test, mais du coup vous pouvez tester leur casque fermé, et notamment un ouvert aussi présent. Vous aviez alors ce casque-là, d'ailleurs, le X8000 qu'on peut voir là, on verra des photos un peu plus tard, qui est un prototype, donc on ne peut pas le tester. Le système est juste là, j'en parlerai après, c'est très drôle. Mais j'ai testé le D8000, D8000 qui est absolument incroyable. J'ai pas testé le Pro, j'ai testé le normal, et vraiment, pareil, c'est un peu comme les 160 S2, assez neutre avec un peu plus de basse, pas de vrai pic qui ressort, et ce qui fait que c'était incroyable à écouter, toujours sur l'énorme Stellenkern. Il y avait les intras que j'avais déjà testé l'année dernière. Si vous aimez énormément la clarté, vous aimerez Final Audio. Mais c'est très très particulier quand même. J'ai pas eu le temps de les tester cette année. Il va falloir que je prenne le temps, voir pour cette année, si je peux prendre le temps de les tester. Il y avait pas mal de choses ici que je n'ai pas testé d'autres. Chez Focal, j'ai pas vu de choses intéressantes. Il y avait le Baptiste ou le Dune, mais je vais pas les voir. Et vous aviez juste un petit truc là qui sont en fait des haut-parleurs qui sont faits pour la Porsche 911. Donc cette petite valise, j'ai trouvé ça très sympa à regarder, mais sinon il n'y avait pas grand chose. Vous aviez le stand de chez Delta Audio FR, et pour être précis, le stand notamment de Meidze Audio, Meidze qui donc du coup est chez Delta Audio, donc il y aura sûrement du test de Meidze cette année sur la chaîne. J'ai d'ailleurs un petit bracelet Meidze intéressant, voilà, avec notamment aussi Ferrum Audio qui donc avait présenté son nouveau convertisseur qui est ici.
Sinon, ça, je les avais déjà testés là où j'étais très fatigué, que j'ai pas fait un travail terrible, puisque ça, c'est du métal et c'est pas du bois. Même si ça fait effet bois. Donc c'est du très bon DAC, mais j'y connais pas assez pour dire si c'est vraiment bien face à la concurrence. Hein, ça vaut 1000, 2000, 3000, 4000 euros hein, selon les ensembles, etc. C'est très cher. Petite chose aussi que j'ai vu, très intéressant et assez impressionnant, le Visionnaire, donc ça c'était vraiment en fin de première journée. Visionnaire qui est donc un panneau micro LED, donc je sais pas si c'est détachable, j'en ai pas assez, qui est gigantesque. Hein. Vraiment, vous voyez c'est des enceintes colonnes ici, alors elles sont pas ultra hautes, mais dites-vous que là ça fait du 2 mètres sur 4, un truc comme ça. C'est immense. Et l'expérience est vraiment excellente. Ce qu'ils annoncent c'est surtout d'être 2,5 fois moins cher que la concurrence, ce qui est vraiment pas mal. Et j'avais eu un petit extrait sur Lucie notamment, qu'on m'a mis, puis après ils sont partis. C'était vraiment la fin du salon. Et waouh, j'étais captivé par l'écran parce que c'est vraiment très beau. C'est bon, il y avait un profil un petit peu saturé, mais je trouvais que ça en faisait pas trop. C'était très très joli et vraiment incroyable comme système. Je pense que mettre ça chez soi, faut être sacrément friqué, le truc que je pourrais jamais me payer. Voilà. Voilà, on avait Meize Audio ici, donc ça c'était la toute fin de la première journée avant que je parte. Du coup on pouvait voir ici le salon, donc là il y avait Ferme qui avait fermé. On pouvait voir tous les derniers Meize qui étaient sortis. Les convertisseurs, tout ça, ils montraient un peu tout ça. C'était l'un des plus gros stands aussi avec Yamaha, et en plus c'était surtout à l'entrée. On en est à combien de minutes 21 minutes, va falloir que j'avance. Du coup, voilà, il y avait pas mal de choses, c'était intéressant. J'avais testé le Meize Lyric et le Meize Elite, je ne sais plus, le Meize Argenté, qui vaut extrêmement cher. C'est un très très bon son, peut-être un petit peu trop de clarté à mon goût, mais c'était vraiment pas mal. Là, on avait les versions TikTok qui passaient, puisque ça télécharge automatiquement. Alors là, on peut voir, il y avait du monde samedi. Il faut savoir qu'ils sont passés de 12 000 à 19 000 inscrits, et que son vidéo avait donné pas mal de place. Si jamais vous avez envie de venir, mais que vous n'avez pas forcément... voilà, vous êtes curieux. L'année prochaine, pareil, son vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à leur compte, que ce soit Twitter, Insta, etc. Ils donnaient pas mal de place, ils avaient fait déjà ça d'autres années. Ils sont assez généreux, donc n'hésitez pas, c'est un bon moyen de découvrir de l'audio sans mettre très cher, c'est 10 € la place sinon. Ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup, ça permet de voir beaucoup de choses, beaucoup de signatures différentes, voir ce qui nous plaît, voir ce qui existe, découvrir tout ce monde-là. Et par exemple ici chez Cascade Phone, ils ont du Stax, du Fear Audio, Viva. Alors Viva c'est des amplis très chelous, mais voilà, Kenerton, il y avait du Ifiman. J'ai pas eu le temps de tester, il y avait beaucoup trop de choses, mais ils ont beaucoup de choses. Et j'avais testé un truc ultra chelou, vous allez le voir après. Donc là, voilà, il y avait les trois. Là, c'est quoi? Pourquoi c'est tout noir? Ah oui, ça a dû filmer sans le faire exprès. Ici, donc là, j'avais testé, c'est la marque... elle a un nom chelou. On va voir un petit peu. RZ Stitch, voilà. Le Charibd. Vous avez un nom un peu bizarre, voilà. Un casque qui est très imposant, un casque planaire très imposant, qui est très cher aussi. Après, de toute façon, ici, il y a que du cher hein, chez Cascade Phone, mais très particulier. Le son est plutôt pas mal, mais le design très particulier, parce que j'ai l'impression de voir un logo de pharmacie. Mais plutôt pas mal pour avoir testé rapidement, mais très imposant par contre. Voilà. Ah bah voilà, Charib 10, ici, le Charib 10. Il y a je sais plus combien. Très intéressant, mais cette année, il faut savoir donc que Tellement Nomade, alors j'ai jamais le temps de passer chez eux, mais Tellement Nomade a eu un petit stand qui a été donné, histoire ils étaient un gros invité, et c'est un petit test. On leur a proposé quelques intras, etc., donc sûrement de la commune qui a prêté. Il y avait du Oriolus, entre autres, il y avait je sais plus quoi qui était là-bas, et donc c'est deux des personnes de Tellement Nomade, et je trouve ça c'est cool, donc on a discuté un petit peu. Et peut-être qu'ils refont ça l'année prochaine, et pourquoi pas participer et permettre de faire découvrir des intras pas très chers, puisque comme je garde tous les intras, ce sera peut-être intéressant de pouvoir en prêter quelques-uns pour faire découvrir des intras qui sont très intéressants sans devoir mettre très cher, ou pour découvrir l'audio. Je trouve que c'est une bonne chose, parce que même là il y avait des trucs très chers, mais c'est vrai que du côté très accessible, comme du KZ pour ceux qui sont bien, du TRN, du KBR, pouvoir tester et prêter aussi les Kinera et Céleste que j'ai, ça pourrait être intéressant. Donc à voir pour l'année prochaine, dans tous les cas. J'aimerais bien, si ça se fait, ça pourrait être un truc où je pourrais leur confier des petites choses et qu'ils puissent faire partager tout ça.
Là, j'avais dû refaire la vidéo. On a ici les nouveaux Campfire Audio, donc qui sont, là c'est revendu par FIO, donc si je veux les tester ce sera via eux, mais je veux pas les tester. D'une part, alors en général Campfire c'est plus orienté vers le neutre, mais là ils avaient un petit peu de tout, mais assez analytique. Ils aiment beaucoup l'analytique cette année, en tout cas sur leur nouvelle gamme. À part les Cascara que j'ai beaucoup apprécié, j'ai trouvé que ils en faisaient beaucoup trop au niveau des très hautes fréquences. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que j'avais un abonné avec moi tout le long de cette journée du samedi, et on a pu comparer notamment avec nos deux écoutes, parce qu'on n'a pas le même âge et on n'a pas le même ressenti du tout. Pour ceux qui ont une faiblesse dans les hautes fréquences, ça se ressentira pas. Moi qui entends bien jusqu'à 17 000 Hz, bah, du coup, j'entendais tout là et... Ah, ça m'a pété les oreilles. C'était pas possible, ça en faisait trop, ça faisait absolument pas naturel. Ceux que j'aimais bien, c'était les Cascara, parce que c'était une signature assez donc relax, comme ils disent, donc relativement neutre, avec des aiguilles un petit peu doux et des basses surtout un peu en avant. Un petit monodriver, je pense que c'est les moins chers, qui étaient les plus fun, les plus doux et les plus agréables à écouter. Je trouve qu'ils sont intéressants. Quitte à en faire un test, ce serait ceux-là. Au niveau du design et des couleurs, c'est un choix, mais il y a un côté très coloré qui va être montré. Ça faisait déjà une dernière, ils avaient déjà des intras avec ce orange comme ça, et là vous en avez plusieurs. Mais je trouve que sinon, j'ai pas du tout apprécié les écoutes des trois autres, à part les bleus, les Cascara, j'ai trouvé ça très cher. Enfin, très cher, oui, déjà très cher, mais surtout, j'ai trouvé ça, voilà, les extrêmes aigus sont beaucoup trop présents sur ces trois intras. Par contre, intéressant, les FIO FX15, c'est du 6 driver, ou 7 driver, il me semble. Donc, un driver dynamique, alors là, c'est un peu court, deux drivers, enfin, 3 drivers armature équilibrée et 3 électrostatiques. Et on a même un petit bouton pour désactiver les électrostatiques et pouvoir faire la différence entre les deux. J'ai trouvé ça intéressant puisque, du coup, ce qui est vraiment bien avec ça, c'est que bah, ça permet de voir vraiment cette différence à qu'est-ce qu'apportent les électrodynamiques dessus, voilà. Et bah, le design est sympathique, ils sont vendus à 800 €. C'est pareil, une signature un peu en V avec des aiguilles un peu en avant, qui fait que c'est plutôt pas mal. C'est même pas mal du tout. Et pareil, je vais voir, donc je pense que ça arrivera au niveau du test, le temps que je les reçois et que je les teste pour décembre. Là, vu comme c'est parti, j'ai déjà pas mal de choses pour octobre, donc décembre ça arrivera, et on verra par la suite. Mais vraiment intéressant, vraiment pas mal à tester. Là, on peut voir quelques petites photos du Meize du 109 Pro que j'ai déjà testé, donc vous l'avez déjà sur la chaîne. Il y avait du Ferrum, enfin non pas du Ferrum Audio, là c'est du Félix, ah je sais plus ce que c'est. Mais bref, il y avait pas mal de petites choses très intéressantes. Ici donc le Ferrum Audio, ici le Meize Lyric, si je dis pas de bêtises. Là c'était autre chose. Ici, il faut savoir que Delta Audio vend aussi du DALI, donc vous aviez les enceintes DALI qui avaient un très joli son, je dirais pareil, alors ça a l'air d'être un petit peu global à DALI, mais ils aiment bien un peu la clarté, là c'est ce qui me semblait être le cas aussi, même si c'était relativement neutre et très agréable à écouter, après c'était sur des trucs qui tout passe, mais il me semble que les aigus ressortent un petit peu sur ces DALI. Il y avait les DALI IO12 qui sont des casques, les casques Bluetooth parmi les plus chers, à 1000 €, qui sont surtout pensés en filaire, mais aussi en Bluetooth. J'ai pas beaucoup aimé. C'est globalement neutre avec un peu de clarté. Bah, pour le quotidien dehors, je trouve que ça passe pas terrible. Après, à vous de voir. Mais bon, DALI, c'est pas trop mon truc. En fait, je trouve que ça apporte trop d'extrême aigu et trop de clarté, ce qui fait qu'on peut pas écouter. Pour moi, je peux pas écouter ultra fort, et c'est un petit peu terne à mon goût. On peut voir. Après, le casque était très confortable. Alors ici, je sais plus que... Alors, ah non, j'ai pas pris la marque. C'est une marque française hein, qui fait ça. Des systèmes très compacts, mais ça fait très Destiny, en termes de design. Après, chez soi, il faut le truc. Alors là, ça a l'air d'être pas mal pour le côté spectacle, mais pour chez soi, j'ai un doute. Alors j'avais refait encore de nouveau la Yamaha parce que ça avait bugué. Ici donc le DAC, le HA-L7A là, le nouveau DAC qu'ils ont sorti à 4000 €. Donc pas mal, hein, pas mal du tout en termes de présentation, très atypique. Moi j'aime bien le côté atypique du truc. J'ai pu tester rapidement le Soundfield mode, et en fait c'est vraiment en gros une espèce d'égalisation, ça va plus ou moins étirer la scène, ou ça va plus ou moins, ça va créer une égalisation selon ce que vous écoutez. Donc là par exemple ici, voilà,
il y a le mode pur direct, en fait, donc c'est le bouton là. Donc là, c'est purement DAC, et là, en fait, en gros, il y a une petite gestion logicielle avec une égalisation. Donc voilà, donc c'est un peu moins pur, mais c'est intéressant. Le casque, qui est toujours aussi agréable à sa neutralité, passe très bien sur du modérateur ou du DeGi Huggy. Pour ceux qui ne connaissent pas, Please Dub dans la description. Et toujours aussi agréable, et puis cette caisse insonorisée est incroyable, parce qu'on est vraiment isolé du bruit. Le D8000 que je parlais, donc pareil, il est très confortable, et le son est vraiment pas mal. J'ai vraiment beaucoup apprécié, pareil, modérateur DeGi Huggy passe très très bien dessus. Là, c'est le prototype du X8000, ou je ne sais plus quoi. Alors, vous voyez que au niveau du système de coussinet, c'est très à part. C'est une espèce de résine ou je sais pas quoi exactement. Et ce qui fait que c'est censé, voilà, on en met un minimum. C'est extrêmement, je crois que c'est le prototype du truc où on en met le minimum. Parce qu'on peut voir l'arceau est tout petit, il est extrêmement fin, ça bouge pas beaucoup. On a l'impression qu'on est revenu dans les années 70. Alors là, c'est un faux. Il n'y a pas de vrai driver. Donc peut-être l'année prochaine, apparemment, on aura la possibilité de le tester. Mais revoyez le confort. C'est ignoble sur la tête, ce truc-là. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un prototype et que ça, c'est censé être plus souple? Je ne sais pas, mais en tout cas, sur la tête, c'est... non. Même pas je touche. Je sais pas ce qu'ils ont eu avec ce truc-là, mais ils se sont fait plaisir. Voilà, donc le D8000, j'ai fait mes petites photos, en même temps je teste un petit peu. Ah oui, alors il y a ça, je vais essayer de voir, j'ai pris la carte pour. C'est Austrian Audio qui sort leur nouveau casque. C'est le... je ne sais plus ce que c'est. Je n'ai plus le modèle exact. C'est le Focal One ou un truc comme ça, le Pure One. Et donc vendu 1000 ou 1500 ou 2500 euros. Là, il y avait le DAC dédié qui allait avec, enfin dédié. Ils vendent ça, alors je sais plus lequel vaut le plus cher entre les deux, c'est 1500 ou 2500 euros. Et donc c'est un casque qui est ouvert, comme on peut voir. Normalement c'est un casque, en tout cas celui qui avait testé Guillaume, le précédent qu'il avait testé, c'est un casque très analytique pour le côté mastering. Ici c'est plus orienté pour tout le monde, avec une base qui était vraiment pas mal. Je trouve que la signature était vraiment pas mal, une espèce de signature un peu équilibrée, avec un peu de clarté, très doux. Et j'aime bien parce qu'on a une finition mat et qui est très doux au toucher. Pas un toucher glossy, pas un toucher tout lisse, mais un petit peu plus orienté, ce côté mat en fait qui accroche un peu plus, mais je trouve que c'est très très doux, très agréable au toucher, ça faisait très qualitatif. Ça, en fait, je trouve que c'est un effet très McLaren en fait dans le design, dans la présentation. J'ai pu tester du Head, donc un casque audio Head, qui est notamment fait pour le mastering, et donc là c'est le Head 2, alors il est monstrueux en termes de profondeur, avec notamment, il a été développé sur le SPL, ici, le Voltaire, ici, alors Head, donc c'est avec de l'électro, c'est extrostatique je crois, il me semble, je n'ai plus l'information dessus, c'est un casque très particulier, et ce qui fait que c'est 3 fois plus rapide que du plein air. Et clairement, oui, alors ça passe sur du métal, je m'attendais à beaucoup pire, parce que c'est très neutre, très orienté mastering. En fait, c'est vraiment pour révéler tous les petits détails, tous les petites accroches, artefacts, etc. Donc c'est vraiment pas fait pour le côté audiophile. C'est très plat, ça peut manquer un peu de vie pour certains, mais après, pareil, hein, faut trouver les bonnes musiques qui vont avec. Mais effectivement, ça peut avoir un effet sans vie, en fait, sans profondeur. Là, la petite présentation, là, avec la petite tablette, j'ai trouvé ça sympathique, hein. Ça fait un effet néo-rétro, on a la tablette moderne avec le petit truc, et puis le vieux truc un peu plus effet analogique, j'ai trouvé ça assez marrant. Ici, alors, j'ai pas testé, mais en gros, c'est une petite enceinte qui est conçue de façon écologique, avec un côté, voilà, c'est haut-parleur focal, mais tout est démontable, et c'est ce qu'on voit sur la photo, alors ça sera après, mais en fait on peut démonter, et elle est évolutive, ce qui fait qu'on peut remplacer que ce qu'on a envie. Donc je trouve ça intéressant, mais n'écoutant pas du tout ce type d'appareil, je pense pas tester ça. Peut-être plus tard, mais c'est pas du tout prévu. C'est du Bellab, c'est français. Voilà, pas mal, hein, c'est français. Bon, c'est 35K, hein, 35 briques pour payer ça. C'est un côté néo-rétro, donc c'est surtout ça, hein. Ça c'est les panneaux, en fait, il y a les haut-parleurs dedans. En fait, c'est tellement immense, je m'attendais pas à ce que ce soit des haut-parleurs. Je fais, attends, ça sort d'où? C'est ces trucs-là? Ah d'accord. Avec ces énormes amplis, etc. Donc c'est intéressant, le son est vraiment pas mal aussi. Après, bon, pour ce que j'ai pu en tester, pas grand-chose. Mais ceux qui aiment bien ce côté rétro, vous devriez apprécier ce rendu.
tout en ayant ce design, je trouve, qui fait ce côté néo, en fait, qui fait un petit peu anguleux, tout ça, un petit peu moderne. Pour terminer, et ça je pense tester, alors celui-là précisément non, mais il faut savoir que Nicolas Catard, il a ça chez lui, il avait fait un test dessus, et j'avais pu les tester, et ils étaient incroyables, j'adore le son, pareil, c'est très doux, une belle basse qui se diffuse bien, sans être invasive, et des aigus qui sont doux, qui sont agréables, qui pètent pas les oreilles, et qui fait que c'est très polyvalent en termes musicaux de ce que j'avais testé chez Nicolas Catard. Il s'est fait un home cinéma avec, je suis jaloux. Donc c'est les BR08 si je dis pas de bêtises. Là, je me suis fait éclater parce que j'ai trouvé que le Twitter ici est assez joli. Et pour terminer, en fait, la dernière chose que j'ai vue, c'est ça. C'est donc, ah oui, je vous ai pas dit, c'est la marque Triangle. Triangle qui est français. C'est français. Et le patron d'ailleurs est très jeune, hein, puisque le père a refilé au fils, et le fils est très jeune. Ce qui est bien, c'est que pour une fois, en fait, la musique qu'il nous a fait écouter, bah, si vous connaissez Voraclès très précisément, vous pouvez voir, c'est un mélange classique et électro qui marche très très bien d'ailleurs. Et bah, ça fait du bien d'avoir la musique moderne diffusée sur des enceintes. Mais ce qui fait qu'ici, on a les BR02. La paire à 550 €. Alors elles sont profondes, hein, elles sont immenses en termes de profondeur. Par contre, le rendu de la musique, j'adore la signature Triangle, parce qu'elle est douce, elle est relaxée, et elle est agréable. Donc vraiment pas mal de ce point de vue-là. En plus de ça, elle est connectée et amplifiée, donc il n'y a pas besoin d'ampli spécifique. On peut la mettre en USB, HDMI CEC aussi, optique, et bien évidemment RCA avec même 2 sorties si on veut les connecter à différentes choses. Donc vraiment pas mal du tout. Je vais voir pareil pour fin d'année, essayer de tester celle-ci, sachant que j'ai eu le contact, le mec est chaud, et je suis chaud aussi. Je trouve que d'une part j'aime bien leur sobriété, le côté blanc, et le prix est un peu plus élevé que ce que j'ai, mais ce sera vraiment très intéressant et le son est vraiment cool. Et en plus oui, elles sont Bluetooth, vous pouvez voir ici, elles sont Bluetooth. Donc on peut voir la main du boss là-dessus, donc vraiment bien. Et pour terminer, sachez que j'avais parlé des Sivga il y a quelques temps de ça, les Sivga qui sont d'ailleurs dans mon sac normalement. Donc les Sivga Nightingale qui sont donc à environ 300 €, les premiers planaires de la marque, avec le côté détachable notamment. Et le son a l'air très très cool, ça abuse pas de la clarté, c'est même assez pareil, assez équilibré avec un peu plus de basse. Ça a l'air très fun des premiers tests que j'ai fait. Ça arrivera, je pense, fin novembre au niveau du test, pour les plus curieux. Peut-être début décembre, ça dépend de mon planning. Mais ce sera intéressant à tester, j'ai hâte de vous donner mon avis. J'espère que vous aurez apprécié. On a mis 36 minutes, donc plus que ce que j'avais prévu, tant pis. Mais c'était un truc intéressant à faire. J'espère que vous aurez apprécié, et j'espère que vous aurez apprécié tout ça. Mettez-vous une date pour l'année prochaine et n'hésitez pas, on pourra se rencontrer et faire les comparatifs en direct de ce que vous aimez et de ce qu'on aime. Ce sera toujours intéressant parce que je vais en parler plus tard de tout ça. Il y a des choses intéressantes à dire, notamment sur le fait que on entend des choses différentes et que l'âge joue une importance folle sur ce qu'on aime ou pas. Allez, bonne soirée à tous et à bientôt pour d'autres news. Très bientôt, ça arrivera peut-être la journée d'après. À voir, mais n'hésitez pas à partager, TikTok, Instagram aussi, n'hésitez pas, et à bientôt.